Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette journée particulière puisque c'est la journée mondiale des cancers liés au virus HPV, le 4 mars. Partout dans le monde, c'est une journée où on essaye un petit peu de réfléchir à comment prévenir et éviter ces cancers qui sont très fréquents partout dans le monde. Et en France, ça concerne un certain nombre de femmes et d'hommes. On va d'abord se présenter. Je laisse Pierre commencer. Bonjour, je suis Pierre-Olivier Variot, je suis pharmacien installé à côté de Dijon et président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, un des deux syndicats représentatifs du paysage pharmaceutique français. Gwenaëlle. Bonjour, Gwenaëlle Ferron, je suis chirurgien oncologue à l'Institut universitaire du cancer à Toulouse. Je suis aussi responsable du groupe chirurgie au gynéco. Le gynéco, c'est le groupe des investigateurs nationaux sur les études sur le cancer de l'ovaire et les cancers gynécologiques et qui est extrêmement actif en France pour améliorer la prise en charge des patientes atteintes de cancer gynécologique. Et je suis aussi vice-président de la Société française de chirurgie oncologique et en permanence en relation avec des associations de patients, dont la super association de patients Imagine, qui est dont Coralie va vous expliquer le rôle de cette association. Bonjour, donc Coralie Marjolais, je suis la présidente de l'association Imagine. Imagine, c'est la première association en cancer gynécologique pelvien. Elle a été créée maintenant il y a 8 ans par une dizaine de patientes qui se trouvaient particulièrement isolées dans la maladie. Ces maladies, les cancers gynécologiques, que ce soit le cancer de l'ovaire, le cancer du col de l'utérus, de l'endomètre, de la vulve et du vagin, ont été longtemps des maladies tabous parce que liées à l'intimité et à la sexualité depuis 8 ans à travers des campagnes et une sensibilisation. On essaye de montrer que être atteint d'un cancer du col de l'utérus ou un cancer de l'ovaire n'a rien d'honteux et de les accompagner aussi dans la maladie puisque du fait de ce côté tabou, il y avait un isolement très important des patientes qui se sentaient seules concernées et ne trouvaient personne pour échanger sur ces maladies difficiles et avec des chirurgies comme l'abordera sûrement Gwenaëlle, très invalidantes et qui font perdre des repères de ce qu'on est, entre autres en tant que femme. Donc, Imagine est aux côtés des patientes pour les accompagner dans la maladie et aussi pour sensibiliser et prévenir cette maladie. Puisque, comme on vous le dira, les cancers liés au papillomavirus, c'est 6 000 cancers par an en France. Ça touche 4 000 femmes, mais aussi 2 000 hommes, et ça, on le sait peu. C'est 6 000 cancers qui entraînent chaque année 3 000 décès. 3 000 décès, ça correspond au nombre de morts sur la route avant la pandémie. En 2019, il y avait 3200 morts malheureusement sur les routes françaises et il y a 2900 décès chaque année de ces cancers liés au papillomavirus humain. Alors, on va peut-être faire un petit rappel, Gwenaëlle, du papillomavirus humain, parce que je me rends compte qu'on en parle comme ça de façon très naturelle, parce que malheureusement, la maladie est notre quotidien, mais pour les personnes qui nous ont rejoints en cette journée particulière, c'est peut-être moins clair et aussi parler de sa transmission. Oui, merci Coralie. Oui, effectivement, ces cancers HPV induits, dont le cancer du col, sont des cancers très particuliers puisque pendant très longtemps, au tout début de la recherche contre le cancer, on s'est rendu la théorie d'avoir des cancers induits par des virus a été la première théorie qui a été développée. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, globalement, l'HPV est un des rares virus qui peut donner un cancer. Ce virus a la particularité, vous savez que dans les tissus humains, il y a les tissus qui ressemblent à la peau et puis il y a les muqueuses. Et on a
tous des endroits où on a des jonctions entre cette peau et cette muqueuse. Un des endroits types, c'est les lèvres, mais également le col de l'utérus, l'anus, certaines zones de la cavité buccale. Et en fait, ce virus va rester dans ces zones, transformer les cellules, puisque ce sont des zones de tolérance entre deux tissus, transformer les cellules qui sont à cet endroit-là et développer des cancers. Alors, ça touche des zones particulières, hein. Là, on a dit chez la femme la vulve, le col, le canal anal, mais également chez l'homme le canal anal, les voies aérodigestives supérieures, ce qu'on appelle les cancers ORL, et le cancer de la verge. Clairement, vous avez tout de suite compris qu'il s'agit de cancers qui ont une connotation sexuelle, et on en parlera tout à l'heure. La sexualisation de cette maladie est ce qui a malheureusement probablement freiné de façon très très importante la vaccination en France, qui est la sexualisation du vaccin, et vraiment sur un premier plan, hein. Je vous rappelle une tribune qui avait été publiée dans Le Monde sur des spécialistes du cancer du canal anal, hein, qui a un impact extrêmement important pour les patients, pour lequel le titre de cette tribune dans Le Monde était le cancer de la honte, hein. Et on a sur de nombreux webinars faits avec l'association Imagine, des patientes qui nous ont parlé, elles, sur des cancers du col, du cancer des salopes. Donc vous voyez que l'impact que peut avoir ce type de cancer. Et comme l'a dit Coralie, les traitements que l'on a, dont la chirurgie, la radiothérapie, sont des traitements qui sont mutilants. Alors, soit mutilants parce qu'on en enlève des organes qui ont un rôle sexuel, mais également la radiothérapie qui peut abîmer ces organes. Et ça aura un impact majeur sur la sexualité des patients. Pardon. Il faut savoir que en plus ce cancer HPV induit ne nous touche pas tous de façon équivalente, et que l'on sait que plus on est dans une catégorie socio-professionnelle basse, on sait très bien qu'il y a un impact également de l'intoxication tabagique, hein. Le cocktail détonnant, c'est le virus et le tabac. Et bien plus on aura de risques de développer cette maladie. Et ce qu'il ne faut pas oublier… Oui, Coralie ? Oui, c'était juste pour on en parlera tout à l'heure, hein, puisqu'il y a la prévention primaire, puisque on est là pour en parler, du vaccin, et il y a aussi le dépistage, et c'est souvent une population précarisée qui est plus impactée par la maladie, puisqu'elle est moins bénéficiaire de ce dépistage. Mais on essaiera de trouver en fin et en ouverture positive de cette intervention des solutions en fin d'intervention. Mais oui, ça touche des populations précaires au niveau du déclenchement de la maladie, mais il faut rappeler, Gwenaëlle, que ce virus concerne tout le monde et que tout le monde le croise. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est un élément important parce que on entend dans certains médias, sur certains sites internet, que le fait d'avoir une vie sexuelle, on pourra dire, datant du 19e siècle ou du 18e siècle, c'est-à-dire un seul partenaire sexuel dans toute sa vie, est une protection contre ce virus. C'est faux. C'est faux. Ce virus, on le sait pertinemment, dans des générations comme les nôtres qui n'ont pas eu malheureusement accès au vaccin, ce virus nous sommes quasiment tous porteurs de ce virus. Et ce virus, effectivement, on peut l'avoir lors des premiers rapports sexuels, mais également ce virus peut rester pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme on l'a vu sur le coronavirus, hein, sur des surfaces, hein, sur des toilettes mal nettoyées, sur des bancs de piscine, sur des bancs de salle de sport, des tapis de gymnastique. Et donc, on peut très bien être contaminé par ce virus autrement que par un rapport sexuel. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est comme les personnes avec le virus de la Covid qui pensaient qu'en restant isolé chez soi, on pouvait
complètement ne jamais avoir de contact avec ce virus. On sort dans la vie, on touche une poignée de porte. Ben, c'est exactement la même chose pour le virus HPV. Et ce qui est également extrêmement important, c'est que il y a eu une étude majeure, une étude majeure qui est sortie, qui nous vient de Suède. Vous savez que, comme d'habitude en médecine, l'Europe du Nord, les Scandinaves sont exemplaires en termes de prévention primaire, de prévention secondaire. Et les Suédois ont extrêmement bien montré que l'âge auquel on va réaliser la vaccination a un impact sur son efficacité. Et pour vous donner un exemple, sur une catégorie exclusivement féminine, et on parlera de l'importance de vacciner garçons et filles. Il a été bien montré que si la vaccination est faite avant l'âge de 16-17 ans, on avait une réduction beaucoup plus importante du risque de maladie HPV induite et donc de cancer HPV induit, donc cancer du col, que si on vaccine les patients après 16-17 ans. Donc, plus on va vacciner tôt, plus on va protéger la population à la fois féminine et masculine de tous ces cancers HPV induits. Alors, je vais peut-être faire un petit rappel justement sur la vaccination pour rappeler quand on vaccine et qui on vaccine. Ça a été un important combat d'Imagine ces dernières années. La vaccination des filles était autorisée en France depuis presque une dizaine d'années, avec une vaccination très faible, puisque on tournait autour de 25-27% de jeunes filles vaccinées. Et comme dans d'autres pays d'Europe et du monde, on a demandé, Imagine a demandé à ce que les garçons puissent être vaccinés aussi. Pourquoi? Parce que d'abord, les hommes sont touchés, comme l'a dit Gwenaëlle, c'est des cancers qui touchent des zones féminines et masculines, comme le canal anal ou la zone ORL. Et il y a 1000 hommes chaque année qui meurent de cancer induit par le papillomavirus. Et puis, c'est un cercle vertueux. Ça aussi, la Covid-19 nous l'a appris. Plus on est vacciné, moins le virus circule. Et moins il circule, moins il y a de risques d'infection. Donc, si les garçons et les filles sont vaccinés, on se protège les uns les autres. Donc, depuis le 1er janvier 2021, suite à la décision de l'HAS, le remboursement de la vaccination des garçons a été mis en place par l'assurance maladie. Alors, les modalités de vaccination, c'est de 11 à 15 ans avec 2 doses et ensuite en rattrapage de 15 à 19 ans en 3 doses. Comme l'a dit Gwenaëlle au début, un des soucis en France, nous le pensons au sein d'Imagine, c'est la sexualisation de ce vaccin, alors que dans d'autres pays comme l'Australie et d'autres pays en Europe, puisque dans les autres pays européens, par exemple en Espagne, c'est plus de 80% des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont vaccinés. On vaccine tôt, vers 9 ans, à l'école, en rappel, avec le rappel des autres vaccins, comme le DT polio, entre autres, que vous connaissez tous. Et c'est un vaccin qui rentre dans le calendrier vaccinal exactement comme les autres. Et il n'est pas lié à une sexualisation quelconque, qui peut être, on peut le comprendre, pour des parents un peu traumatisants d'envisager qu'à 11 ans, leur petit enfant envisage une sexualité. Non, c'est un vaccin comme un autre, il doit rentrer dans le calendrier vaccinal comme les autres, et on voit qu'en Australie, avec cette vaccination à 9 ans, avec le rappel des autres vaccins, où le taux de vaccination est extrêmement important puisqu'il dépasse les 90% des filles et des garçons, l'OMS en 2019 a déclaré que dans les tranches d'âge vaccinés, les cancers induits par les virus HPV étaient en voie d'éradication. Donc ça marche, on a la preuve que ça marche. Par conséquent, chez Imagine et autour de cet écran, on est là pour essayer de trouver des solutions pour étendre ce pourcentage de vaccination en France, pour protéger nos enfants
Et pour que aussi en France, ces cancers qui entraînent 3000 décès par an disparaissent pour les tranches d'âge futures. C'est pour ça que, et je vais passer la parole à Pierre, après la bataille d'Imagine pour obtenir le remboursement du vaccin des garçons, le syndicat des pharmaciens d'officine s'est mobilisé et Pierre va nous expliquer ce qu'ils ont obtenu. Oui. Alors, déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que la vaccination contre le virus HPV, c'est le moyen efficace de lutter contre le cancer, mais c'est le seul cancer qui est évitable grâce à la vaccination. C'est un mot qui fait peur, le mot cancer, et aujourd'hui, on a une arme contre ça. Donc, utilisons-la. Enfin, ce serait vraiment et dramatique et stupide de passer à côté. Donc effectivement, il y a une évolution récente qui a été fin 2022 avec une recommandation de l'HAS que d'autres effecteurs que les médecins soient à la fois prescripteurs et injecteurs de vaccins, alors de vaccins non vivants, de vaccins atténués, et pour l'instant à partir de 16 ans. Donc ces autres effecteurs sont les pharmaciens bien sûr, les infirmiers, les sages-femmes. C'est une demande que nous avons faite qui a été récurrente depuis quelque temps et qui a été portée par différents organismes auprès de l'HAS. Et la crise Covid a montré toute l'importance du réseau officinal durant cette crise par rapport à la vaccination et en termes de prévention. La prévention, c'est pas l'outil d'une seule profession, ça doit être l'outil de tous les professionnels de santé. Si on veut que la prévention avance, si on veut que la prévention soit la plus efficiente possible, il faut que tous les professionnels de santé puissent s'y mettre. On s'est rendu compte avec la crise Covid que la pharmacie était une porte d'entrée dans le parcours de soins, dans la prévention, qui était facile et qui était aussi plébiscitée par les patients. Parce que c'est ça, au bout du compte, c'est apporter la vaccination au plus près des gens. La pharmacie, vous pouvez y rentrer sans pousser la porte, parce que la plupart du temps, même elle est automatique, donc elle va s'ouvrir toute seule. Et puis, vous allez avoir un professionnel de santé qui est tout le temps là et qui va pouvoir vous écouter, vous renseigner et vous injecter le vaccin après vous avoir convaincu qu'il fallait le faire. Mais on est tous là pour vous convaincre. Donc après, vous n'aurez plus besoin d'être convaincu. Vous allez courir pour demander qu'on le fasse. La facilité d'accès et la confiance qu'ont les patients dans la pharmacie font que c'est un acteur important dans la prévention. On a regardé, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé durant la crise sanitaire qu'on vient de passer, il y avait à peu près 50% des doses de vaccins anti-Covid qui étaient injectées par les centres de vaccination et à peu près 50% par le réseau de ville. Alors ça variait, c'était 45-55 dans un sens ou dans l'autre, mais c'était en gros la moitié. Et sur cette moitié de doses qui étaient injectées en ville, 60 à 70% des doses l'étaient par les pharmaciens. Parce que pratique, parce que facile, parce que sans rendez-vous. Si on prend un autre exemple, qu'est la vaccination grippe, donc la vaccination est rentrée en pharmacie par la vaccination grippe, eh bien on se rend compte que malgré une baisse du taux de vaccination grippe cette année par rapport à l'an dernier, pourtant elle a augmenté en pharmacie. Elle a augmenté de plus de 600 000 doses en pharmacie. Ce qui veut là aussi dire que pour les patients, aller en pharmacie pour se faire vacciner est quelque chose de simple, sans rendez-vous et pratique. Donc effectivement, on a eu la vaccination depuis toujours, pour la Covid, pour tout le monde. On s'est battu depuis le début pour l'avoir. Et pour autant, aujourd'hui, on a la vaccination à partir de 5 ans sur la Covid. Donc, il faut encore qu'on fasse évoluer l'avis de l'HAS. Il faut encore que cet avis bouge, puisqu'aujourd'hui, on a la vaccination à partir de 16 ans et on ne peut pas l'avoir plus jeune. Or, comme ça a été dit par Gwenaëlle et Coralie, la vaccination, surtout chez les enfants, dans le cadre de l'HPV, porte tout son sens. Donc il faut que l'on puisse vacciner dès l'enfance, et nous on se bat pour avoir le droit de le faire dès 11 ans en pharmacie pour pouvoir accélérer cette vaccination, donner un coup de boost de cette vaccination le plus tôt possible. C'est quelque chose qui est plus que nécessaire et il faut que les pouvoirs publics le comprennent, l'entendent et le mettent en place. Au-delà de la sensibilisation du public par les associations de patients, par les associations professionnelles, il faut impérativement que la CNAM joue son rôle aussi en matière de prévention. Et la CNAM doit pouvoir rappeler, sous la forme d'un pop-up, sous la forme d'une information, ou même, allez, soyons fous, sous la forme d'un mail envoyé à tout le monde, ou comment ils ont leur façon d'écrire avec des en direct ou avec des je ne sais plus le terme, mais que l'assurance maladie fasse la promotion de ce vaccin. Par différents messages, ils ont la capacité de faire des choses très réactivement et très bien, mais il faut que voilà, la prévention, c'est l'affaire de tous. Et en France, on souffre de ce manque de prévention. La prévention, ça a un coût dans un premier temps pour faire des économies dans un deuxième temps. Eh bien, il faut qu'on apprenne à voir à long terme. Et
ce que l'on fait aujourd'hui par cette conférence de presse, c'est vous montrer que le long terme a une importance et que c'est fondamental de l'anticiper. Merci Pierre. Oui, pour rebondir, Imagine demande depuis longtemps au ministère et par l'intermédiaire des députés qui soutiennent notre action, ce pop-up qui interviendrait au moment des connexions sur le site Amélie où on finit tous par aller un jour, un pop-up qui concerne à la fois les professionnels de santé pour leur rappeler d'en parler à leurs patients quand ils viennent soit en cabinet, soit en officine, mais aussi au grand public pour sensibiliser le plus grand nombre, pour leur rappeler qu'ils peuvent protéger leurs enfants dès 11 ans, les filles et les garçons, pour éviter que plus tard, puisque c'est aussi une maladie qui se déclenche, le virus s'installe dans les cellules et les cellules précancéreuses la plupart du temps arrivent plus tard et donc on a l'impression que c'est pas tout de suite, que c'est pas une maladie qu'on va attraper rapidement, mais c'est l'avenir des jeunes que l'on peut protéger. Et ensuite, comme l'a dit Pierre, oui, c'est un coût maintenant, mais si on doit parler économie et argent, la prise en charge d'un cancer attribuable aux HPV, c'est 30 000 €. Donc là, on est en train de se battre pour cette campagne de vaccination, mais c'est aussi pour que à l'avenir, on puisse faire des économies et qu'on puisse consacrer tout cet argent à d'autres maladies, pour d'autres patients et patientes qui en ont besoin. Donc à tous les niveaux, à la fois au niveau de santé publique et au niveau économique, cette prévention primaire est essentielle. Alors, Coralie, si tu me permets, 30 000 € ça, pour un traitement d'un cancer HPV induit, ça ne prend en compte que le coût immédiat du traitement. D'accord? Si on y ajoute la perte de qualité de vie, je vous donne quelques exemples. Vous avez un cancer du plancher buccal où on vous enlève une partie de la mandibule, on vous enlève une partie de la langue, sur lequel on vous fait des reconstructions, pour lequel, en grande partie, vous allez passer le reste de votre vie à manger des yaourts et des soupes et des compléments alimentaires. Si, comme la jeune femme que j'ai opérée hier, vous avez été traité d'un cancer du canal anal à 40 ans, parce que la particularité de ces patients, c'est qu'ils font plusieurs cancers HPV induits. D'accord? On sait qu'il y a probablement un mécanisme immunitaire extrêmement important qui fait que les patients qui font ces cancers peuvent en faire plusieurs HPV induits. Donc cette patiente a été traitée à l'âge de 40 ans pour un cancer du canal anal. Elle a maintenant 52 ans, elle a un cancer du col de l'utérus en zone irradiée pour lequel hier je lui ai enlevé la vessie, le vagin, le rectum. Donc vous voyez l'impact en termes de qualité de vie de ces patients et les mutilations que ça représente. Et à chaque fois que moi je fais une prescription de vaccin pour une femme que j'ai traitée pour un cancer HPV induit en lui disant vaccinez vos enfants, voici la prescription pour vos enfants, je pense que je suis en train de me mettre au chômage dans les 25 ans qui viennent et je serai ravi. Oui, c'est souvent ce qu'on dit. Le jour où on n'aura plus rien à faire, c'est qu'on aura gagné la bataille. Alors, comme tu le dis, Gwenaëlle, oui, on peut vacciner les enfants de 11 à 19 ans en France, mais cette femme de 52 ans qui a eu son premier cancer à 40 ans, elle ne peut pas bénéficier du vaccin. Donc, on va quand même ouvrir l'espoir avec le dépistage. Le dépistage, on le sait, pendant de longues années, il s'est agi du frottis. Le frottis en France était quand tout allait bien tous les 3 ans, je crois. De la même façon que pour la vaccination, Imagine s'est engagé pour demander en France la mise en place du test HPV, comme il existe depuis de longues années dans les autres pays européens. Le test HPV, en effet, est fiable et plus fiable que le frottis parce qu'il permet de détecter plus tôt la présence de l'HPV dans les cellules du col.
Aussi, il y a la possibilité, en Angleterre, c'est le cas depuis plusieurs années, de faire le test à la maison, à domicile. Les femmes peuvent le faire directement. La nouvelle demande d'Imagine, et Pierre le confirmera, je pense que l'Union des pharmaciens d'officine est avec nous dans cette demande, c'est que les kits de dépistage puissent être disponibles en pharmacie, comme actuellement on est en train de le faire pour le dépistage du cancer du côlon, pour que toutes les femmes, et là on revient à ce que disait Gwenaëlle tout à l'heure, entre autres en situation de précarité, on sait que c'est difficile de trouver un gynécologue ou une sage-femme, ou de trouver un généraliste qui fait une consultation gynécologique pour faire ce test HPV. Et si les femmes peuvent le faire directement en allant voir leur pharmacien, qui est un partenaire de confiance, on le sait, ça permettra d'étendre cette couverture du dépistage. En France, comme pour la vaccination, malheureusement, on est encore les parents pauvres de l'Europe, puisqu'en Espagne, on compare souvent chez Imagine les pourcentages d'Espagne et de France, puisque culturellement, on n'est pas très éloigné. Il y a plus de 70% de femmes qui se font dépistées régulièrement. En France, moins de 50%. Donc, on pousse pour que ce kit de dépistage de test HPV soit disponible en pharmacie. Pierre, Oui, merci. Oui, il faut on va pousser avec vous, bien évidemment. Une des nouvelles missions que nous allons avoir on a régulièrement des conventions qu'on signe avec l'assurance maladie qui définissent l'orientation. La santé en France aujourd'hui, elle est malade. On voit bien que le plan de santé, la santé 2022 n'a pas porté pleinement ses fruits. Il faut que ça continue de se faire, en particulier pour ce qui est l'accès aux soins. Et on sait que c'est quelque chose d'important chez les patients, pour les patients, et que ça va être quelque chose d'important aussi dans cette campagne présidentielle qui va arriver. On nous a, dans la nouvelle convention, donné la possibilité de faire des remises de kits du dépistage du cancer colorectal, comme ça a été dit, en expliquant aux patients l'intérêt, en expliquant aux patients le mode d'emploi. Enfin, voilà, il faut les accompagner, les patients, dans ce dépistage. Et bien évidemment, on va maintenant pousser aussi pour qu'on essaye de remettre des kits de dépistage du test HPV. Il faut que ça aille aussi là parce que en France, on a un des grands principes qui est essayer d'avoir une égalité de traitement. Et les jeunes ont droit au vaccin, les moins jeunes, on va dire, ne peuvent pas y avoir accès. Eh bien, essayons de faire en sorte qu'ils ne soient pas malades et qu'ils puissent se dépister. Et c'est important. Mais c'est important, quand on remet un kit, qu'il y ait un suivi qui soit fréquent avec le patient, parce que on va lui remettre, le patient il va nous dire oui parce qu'il veut nous faire plaisir et qu'il nous aime bien, mais il va le ranger. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut qu'il le prenne, il faut qu'il le fasse. Donc, ça veut dire que le fait qu'on le voit régulièrement, on va pouvoir lui dire, en fait, vous avez fait votre dépistage, où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez eu est-ce que ça a été compliqué pour vous? On peut vous le réexpliquer, voilà. Et c'est le fait de revenir qui va faire que les patientes vont s'approprier ce kit. Oui, et Gwenaëlle, tu as une expérience en Inde où tu peux nous expliquer oui. que ça fonctionne en fait. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que dans certains pays comme l'Inde et le Brésil, la prévalence, c'est-à-dire la fréquence des cancers HPV induits est beaucoup, beaucoup plus élevée qu'en Europe. Actuellement, en Inde, le cancer du col est la première cause de mortalité par cancer des femmes. On est très, très loin de ce qui se passe en Europe. Et l'Inde a commencé il y a maintenant une quinzaine d'années une politique de vaccination et dépistage par autotest à domicile. Et je me souviens d'une présentation à l'ASCO il y a 2 ans, qui est le grand congrès mondial de cancérologie, pour lequel entre 2 présentations en session plénière, c'est-à-dire des sessions où il y a 80 000 oncologues dans le monde, entre une présentation d'un nouveau traitement qui améliore de 3 mois la survie des patients métastatiques dans une pathologie et une autre qui améliore de 4 mois. Il y a une présentation d'une équipe indienne montrant que grâce à la vaccination et aux autotests, le nombre de décès par cancer du col allait être réduit de 4 millions en 10 ans. 4 millions. Donc, on n'est pas du tout dans des chiffres que l'on peut avoir dans des populations européennes, mais c'est un exemple à suivre. C'est-à-dire que c'est le doublet, c'est
la vaccination et le dépistage. Et comme l'a dit Coralie, hein, ce dépistage HPV, on était bien, comme d'habitude à la traîne de tous les pays européens. Ce dépistage HPV a une importance capitale, c'est de savoir à quel rythme on va pouvoir suivre les patientes. Une patiente qui n'est pas porteuse de ce virus HPV, en tout cas qui n'excrète pas ce virus HPV, ces virus oncogènes, peut avoir un suivi entre guillemets allégé, alors qu'une patiente qui est porteuse si on fait le dépistage, le test HPV, si elle est porteuse de ces parties de virus, ces virus dont on sait qu'eux peuvent donner un cancer, elle va avoir un suivi renforcé. Et donc, c'est une réelle adaptation du suivi en fonction du risque de la patiente, et ce qui est quand même un très, très grand progrès. Absolument. Pour le test HPV, auparavant, donc c'était si tout allait bien tous les 3 ans. Dorénavant, ce sera si le test HPV est négatif tous les 5 ans, donc parce que c'est quand même pas le meilleur moment quand on a ce type de prélèvement. Donc, si tout va bien et qu'il peut être plus distant, tant mieux. Mais on suivra mieux et plus précisément les femmes dont on sait qu'elles sont à risque, puisque dans le virus HPV, il y a beaucoup de souches et on sait qu'il y a quelques souches qui sont plus à risque que d'autres et c'est ces femmes-là que l'on suivra. Alors, là, on a parlé quand même beaucoup de pharmacie puisqu'il y a Pierre, mais Imagine souhaite rappeler, il l'a toujours rappelé que oui, même si avec le test HPV, c'est tout, ce suivi, ce prélèvement ne se ferait si tout va bien et s'il n'y a pas de présence de virus tous les 5 ans, une consultation gynécologique régulière est essentielle. Et cette consultation gynécologique, oui, évidemment, les gynécologues sont là, mais aussi les sages-femmes et les généralistes. Et pour la vaccination, cette extension des vaccinations, et c'est le message qu'on voulait porter aujourd'hui, c'est que c'est tous ensemble contre la maladie pour sauver des vies et pour la vaccination contre les virus HPV. Donc, les médecins, évidemment, pédiatres, généralistes qui restent très présents, les pharmaciens, comme on l'a vu, représentés par Pierre, mais aussi les infirmiers et les sages-femmes. Et c'est avec un tissu renforcé comme celui-là de possibilités de vaccination qu'on espère faire bouger vraiment ces pourcentages et que dans les années à venir, on puisse retrouver nos voisins européens pour des raisons terribles. On est en train de se rassembler tous ensemble pour l'Europe. Si on pouvait, nous, Français, rattraper les anglo-saxons, les Allemands, les Espagnols, qui sont à plus de 85% de vaccination de leurs jeunes contre le virus HPV, ce serait une vraie victoire pour nos jeunes et pour la santé publique. Je ne sais pas si Pierre ou Gwenaëlle, vous souhaitez compléter tout ça. Donc, on va maintenant répondre à vos questions, puisqu'on est là pour ça et pour essayer de vous informer le plus possible sur cette évolution majeure qui est la possibilité pour les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes de vacciner les jeunes contre les virus HPV. Bénédicte. Bonjour à tous. Alors, juste pour rappel, je voulais indiquer dans le chat, mais si vous souhaitez poser des questions, il y a un petit onglet, un petit émoticône avec un point d'interrogation. Et donc, vous cliquez dessus, vous inscrivez votre question et moi, je les reçois directement. Donc, j'ai déjà quelques questions. Est-il prévu une campagne de dépistage pour les hommes? Gwenaëlle. Alors, effectivement, il y a des stratégies qui peuvent être intéressantes qui, pour l'instant, ne font pas l'objet d'un dépistage organisé national. On sait que par exemple, les cancers du canal anal, une population à risque est la population homosexuelle masculine, pour lesquels, à l'heure d'aujourd'hui, il est effectivement préconisé d'avoir une surveillance du canal anal régulière, comme le cancer du col. Et il y a actuellement plusieurs études sur l'importance du typage HPV exactement identique pour adapter la surveillance. D'accord ? Mais à l'heure d'aujourd'hui, le cancer du canal anal
fait partie, comme on l'a dit tout à l'heure, des cancers de la honte, des cancers sur lesquels il ne faut pas en parler et on en parle très peu dans les médias et pour lesquels beaucoup de patients ne savent même pas que ça existe. Hein, donc, ne peuvent même pas imaginer qu'on puisse avoir un cancer du canal anal. Donc, on est encore très très loin d'une campagne de dépistage organisée nationale comme on l'a sur le col, le sein et le côlon. Merci. Alors, une autre question. Certains territoires ont développé des initiatives régionales qui incluent des professions de santé, notamment Immuniser Lyon. Des courriers sont envoyés aux patients pour la vaccination HPV. Est-ce que c'est un exemple à développer et à élargir? J'imagine que oui. Alors, par rapport au courrier d'incitation à la vaccination, on sait, oui, qu'il y a des ARS et des régions qui mettent en place des procédures, enfin des stratégies pour favoriser la vaccination. Et en tout cas, Imagine est tout à fait favorable à tout ce qui pourrait sensibiliser et informer la population pour inciter à la vaccination. Et comme on le demande avec ces pop-ups sur le site Amélie, de toute façon, chacun a, on touche les populations de façon différente et chacun a une sensibilité différente de l'information. Donc, plus on multipliera les canaux d'information et l'information du grand public, mieux ce sera. D'ailleurs, on pourrait envisager des campagnes dans les pharmacies pour que quand on vient chercher ces médicaments habituels et de traitement habituels, on soit alerté sur la possibilité de pouvoir vacciner nos enfants contre le papillomavirus. Mais oui, tout à fait. Il faut des relais multiples parce que plus on va multiplier les relais, plus on va toucher de personnes. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui vont être plus sensibles à des messages vocaux, à des messages informatiques, à des messages papier. Donc il faut qu'on multiplie les relais, mais il faut aussi qu'on soit juste dans l'information qu'on va donner et qu'on soit complet. Parce que si l'information c'est vaccinez-vous, elle n'aura pas de portée. Mais c'est vaccinez-vous pour telle raison ou pour éviter telle chose. Et je pense que beaucoup de gens ne voient ce vaccin pas comme un but anticancéreux. Et ils ne voient pas la finalité. Et je pense qu'il faut leur rappeler ce but parce que c'est fondamental. Enfin voilà, c'est réellement une arme importante contre la vaccination. C'est l'arme contre le cancer. C'est l'arme contre le cancer. Donc il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est aujourd'hui ce que je pense qui n'est pas fait. Oui, Pierre, vous avez tout à fait raison. Hein, c'est le message majeur. Quand on regarde actuellement sur les médias, les réseaux sociaux, malheureusement, dès qu'on est sur la vaccination HPV, on a 80% de messages anti-vax et 20% de messages qui sont des vrais messages qui ont un impact positif et qui expliquent l'importance de ce vaccin, comme vous l'avez dit, Pierre, hein, un vaccin contre le cancer. Et ce n'est pas un vaccin contre la sexualité des patients. Hein. Donc ça, c'est un élément important. Je vous donne un petit exemple. Hier, j'ai vu une jeune femme de 26 ans avec un cancer du col, 26 ans, accompagnée de sa maman complètement anti-vax. D'accord voilà, donc j'ai expliqué à sa maman que si elle avait vacciné sa fille, probablement sa fille ne sera pas aujourd'hui avec un cancer du col pour lequel on va lui enlever l'utérus et qu'elle n'aura aucun espoir d'avoir une grossesse dans sa vie. Voilà, et malheureusement, et on va mettre moi, j'aime bien, Coralie, c'est bien que j'aime bien mettre les pieds dans la fourmilière et de taper dessus. Malheureusement, aujourd'hui, ce vaccin souffre d'une campagne de calomnie des vaccins qu'il y a en France. On l'a vu avec le vaccin contre la Covid. On l'a vu il y a quelques années avec le vaccin contre l'hépatite B. Je vous rappelle que la France était en train d'exploser le nombre de patients atteints d'hépatite B alors qu'on a une vaccination également. Hein, il va falloir revoir le logiciel pour promouvoir les vaccins en France et rappeler que c'est le plus grand progrès médical des 2 derniers siècles. Oui, pour compléter, et déjà Pierre vous l'a dit, mais on va le remarteler, ce vaccin permet, est le seul vaccin qui permet d'éviter des cancers. Et on le sait, le cancer
est une cause de mortalité majeure en France de nos jours, on peut éviter 6 000 cancers par an, on peut sauver 3 000 vies par an avec ce vaccin. C'est un vaccin pour éviter le cancer et il faut le marteler, il faut l'expliquer. Il y en a plein qu'on ne peut pas éviter, ceux-là on peut les éviter, ces 6-là on peut les éviter, donc protégeons nos enfants, vraiment. Oui, tout à fait. Moi j'ai 3 grandes filles. Le jour où elles ont été vaccinées, on l'a fêté parce que c'est vraiment un cadeau que l'on fait à ces enfants, de les vacciner, de leur dire eh ben, vous ne serez pas un jour dans mon box de consultation avec un cancer HPV induit. D'accord? Alors souvent, on voit sur les réseaux sociaux, oui, c'est très douloureux, voilà, faut pas le faire parce que ça fait mal. Voilà. On le sait maintenant avec le vaccin Covid, hein. Un petit peu de Doliprane quelques heures avant permet de supprimer complètement la douleur. Et puis moi, souvent, je rappelle aux patientes, hein, vous voulez aller vous balader en Afrique, faire un voyage en Afrique ou en Asie, on vous vaccine contre la fièvre jaune. Et vous ceux qui ont été vaccinés contre la fièvre jaune savent ce que c'est que la vraie douleur d'un vaccin, hein, et que là, on fait pour un loisir et non pas du tout pour prévenir un jour l'apparition d'un cancer. Puis vous verrez, les pharmaciens piquent très bien. Alors justement, par rapport à ça, de quel âge à quel âge les pharmaciens peuvent-ils vacciner? Alors, aujourd'hui, nous pouvons vacciner à partir de 16 ans. Enfin, une multitude de vaccins à partir de 16 ans, dont le HPV. Si on se bat aujourd'hui aussi, c'est pour que l'on puisse vacciner avant 16 ans, donc à partir de 11 ans dans le cadre de l'HPV, et on se bat pour ça essentiellement. On peut vacciner, le seul exception à la vaccination enfantine que l'on puisse faire, c'est le vaccin contre la Covid, où on a pu vacciner sur des enfants jusqu'à 12 ans dans un premier temps, puis maintenant à partir de 5 ans. Donc on voit que finalement on sait faire. On sait faire et on le fait. Donc il faut absolument qu'on puisse favoriser aussi l'accès au vaccin des enfants à partir de 11 ans le plus tôt possible. Et voilà, plus on va multiplier les facteurs et on va se mettre proche des patients, plus on aura de chances que cette vaccination marche le mieux possible. Alors, j'ai une question peut-être un peu plus technique, justement pour toi, Pierre, encore sur la vaccination. Peut-être expliquer en fait les recommandations HAS et la relation avec la convention, parce que la question c'est, durant les négociations avec la CNAM pour négocier votre nouvelle convention, avez-vous tenté d'étendre la possibilité pour les pharmaciens de vacciner en dessous de 16 ans et quelle a été la réponse de la CNAM? Alors, la CNAM ne va travailler que sur des recommandations et que sur des avis, donc des institutions, des institutions de santé, l'HAS en particulier. L'HAS a été saisie dans le cadre de l'extension de la vaccination, en règle générale, et ils ont émis un avis donc tout récemment, c'était fin janvier, hein, où ils recommandent l'extension à d'autres effecteurs, que sont les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes, pour être à la fois prescripteurs et effecteurs de la vaccination. Et dès lors que cet avis est donné, ça donne la possibilité au ministre de prendre un arrêté autorisant les pharmaciens à le faire, et ensuite, une fois qu'on a l'autorisation de le faire, on va concrétiser cette autorisation dans le cadre d'une convention qui nous lie avec l'assurance maladie pour dire voilà, vous pouvez le faire comme ça et une rémunération va être donnée en fonction de l'acte qui est fait. Et c'est cet ensemble de choses, donc l'avis, la contractualisation par le ministre et puis la convention qui fait que nous allons pouvoir dans nos officines le faire. Alors on l'a fait très vite quand il s'agit du vaccin Covid parce qu'on était en crise sanitaire et en état d'urgence, donc il y a eu des choses qui ont pu être squeezées entre guillemets, mais il a fallu quand même l'avis de l'HAS. Tant qu'il n'y a pas eu cet avis, on n'a pas pu faire. Et si vous vous souvenez des webinars que l'on faisait à l'époque toutes les semaines quand on a eu le début de la crise, depuis le début on disait il va y avoir un vaccin et on veut pouvoir en faire partie, on veut pouvoir apporter ce soin auprès des patients. Donc voilà l'ensemble de la chaîne de choses qu'il faut pour que nous puissions être effecteurs et prescripteurs. Une question un peu technique peut-être. Ouais, Pardon. si je peux rajouter, hein, on est encore dans l'hérésie à la française. Hein. Dans tous les autres pays européens, on vaccine entre 9 et 11 ans. Et on sait que plus on vaccine tôt, moins on aura d'injections à faire. On en fait 2 au lieu de 3. Et donc, moins on aura potentiellement des effets secondaires. Et surtout, meilleur est le résultat de cette vaccination. Donc, il faut que effectivement les pharmaciens se battent pour vacciner les enfants tôt. Et puis nous, en parallèle avec l'association Imagine, de faire baisser l'âge
l'âge préconisé de vaccination en France, qui ne tient sur aucune logique. La totalité des pays européens vaccinent à 9 ans. Et comme tu le disais, Gwenaëlle, on rappelle cette étude suédoise qui a été faite sur 1 million de jeunes femmes vaccinées, 1 million de jeunes femmes non vaccinées. Donc, on voit que le panel est majeur, important et solide. Et quand le vaccin est fait tôt, il y a 88% des cancers du col induits par le virus HPV qui sont évités. Donc, la vaccination marche, elle est majeure et c'est vrai qu'il faut la faire tôt. Et comme on l'a dit, dans les rappels, qu'elle rentre dans les rappels vaccinaux des autres vaccins, que ce soit que ça se fasse ensemble et que ce soit pas décorrélé des autres vaccins. Il n'y a aucune raison, c'est pour éviter une maladie, des maladies graves et invalidantes, voire malheureusement mortelles pour certains. Donc, comme les autres, comme le tétanos, comme la diphtérie, il faut que ça rentre dans le calendrier vaccinal des autres vaccins, des rappels des autres vaccins. Donc, comme je disais, peut-être une question un peu plus technique. Est-ce qu'il est imaginable d'inclure la protection HPV à un autre vaccin? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Il n'y a que Gwenaëlle peut-être en tant que scientifique et médecin qui alors peut-être Pierre a une idée en tant que scientifique pour nous. Alors en termes de fabrication, pourquoi pas le lier, mais pour l'instant, je pense que c'est pas du tout prévu. Il faudrait mieux demander ça aux industriels. C'est eux qui sont en capacité de vous dire si techniquement ils peuvent le faire. Et après, politiquement, l'associer aux autres vaccins, alors qu'on pourrait l'associer au tétracoque, mais enfin anciennement le tétracoque, mais je suis pas sûr. Je pense que une injection à part, vu le calendrier qui n'est pas concomitant avec l'autre vaccin, une injection à part peut-être la solution, mais par contre la renforcer et comme vous l'avez dit, le faire plus tôt et le faire sur un calendrier précis plus tôt, etc. Alors, plutôt maintenant des questions sur la communication. Alors, j'ai pas mal de communication avec l'éducation nationale. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas développer une campagne nationale d'information avec l'éducation nationale? Et est-ce qu'il ne serait pas possible finalement de sensibiliser le parent via les consultations médicales ou bilans infirmiers lors des visites à l'éducation nationale, collège-lycée? Alors, on travaille déjà, Imagine travaille déjà avec le CRIPS en Île-de-France qui se rend dans les collèges pour tout ce qui est information sur tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles et entre autres HIV. Donc, et ils ont relayé depuis bien longtemps nos plaquettes et nos informations sur la vaccination des filles et des garçons contre le virus HPV. Après, évidemment, c'est un souhait d'Imagine et du CRISP aussi de pouvoir aller directement dans les établissements parler avec les jeunes. On a encore beaucoup de réticences et beaucoup de certains blocages parce que, comme l'a dit Gwenaëlle, parler de sexualité aux jeunes reste quelque chose de très tabou, alors qu'on voit que dans les régions les plus informées, c'est les régions les moins exposées aux conséquences, entre autres aux maladies sexuellement transmissibles ou autres. Donc, l'information est une voie de protection. Au contraire, n'est pas une voie d'incitation. Toutes les études le montrent. Donc, plus les jeunes sont informés, plus ils savent ce qu'ils font, ils sont responsables de ce qu'ils font. Donc, évidemment, Imagine est prêt à s'associer à d'autres organismes pour aller parler de prévention, de protection. Et puis, ça permettra aussi de parler des relations hommes-femmes et c'est important dans la période MeToo dans laquelle on vit. Donc, on pourrait aborder tous ces sujets-là auprès des collégiens et si l'éducation nationale nous permet cet accès, ce serait une forte avancée à la fois pour la santé des jeunes et puis aussi pour le respect des uns et des autres.
Alors, une dernière question sur la communication, puis après j'ai des questions un peu plus techniques, peut-être pour Pierre à nouveau. Vous en avez déjà parlé, mais quelle serait selon vous la stratégie de communication la plus efficace sur la vaccination HPV? Je pense que c'est multicanal, mais Je ne sais pas, Pierre, Gwenaël? Je pense qu'il faut pas, c'est pas une stratégie, c'est une stratégie couteau suisse, une stratégie à plusieurs panels. Il faut qu'il y ait la CNAM est une excellente stratégie avec Amélie parce qu'effectivement, on finit tous par aller sur Amélie. Il peut y avoir un envoi papier, il peut y avoir aussi une sensibilisation dans les cabinets et dans les pharmacies par les professionnels de santé eux-mêmes qui vont aller jusqu'à. Alors c'est pas vaccinez-vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vaccinez-vous pour éviter un cancer, vaccinez-vous pour éviter des mutilations, vaccinez-vous pour éviter des souffrances. C'est ça. Et là, on va avoir besoin de le construire avec vous, Gwenaël, parce que c'est vous qui voyez les choses les plus horribles. Nous, on est au début de la chaîne. Et peut-être une communication aussi médiatisée, relayée par les médias, toutes sortes de médias, des médias papier, des médias audio, des médias vidéo. Je pense que plus on va parler, plus on va sensibiliser, mieux ce sera. Et pour le faire, il faut qu'on touche tout le monde. Oui, il faut essayer vraiment, comme dans toute campagne, d'utiliser toutes les voies d'information. Alors, Coralie l'a dit à l'école. L'école, il y a un gros travail à faire avec l'éducation nationale sur toute la formation à l'éducation et à la santé, soit à l'hygiène, à la façon de manger, les relations hommes-femmes. Voilà, et là, clairement, il faut prendre l'exemple des pays du nord de l'Europe qui sont là exemplaires dans la formation qu'ils font aux jeunes, si on veut revenir sur l'HPV. Hein, la totalité des enfants à l'âge de 11 ans ont des cours d'éducation sexuelle, des cours et on leur explique quel devra être le suivi médical, les vaccinations pour pouvoir éviter au maximum ces maladies. Et puis, comme on l'a dit, il faut que la CNAM se bouge, il faut qu'on y ait des spots télé pour l'expliquer. Et la grande déception a quand même été il y a 3 ans quand il y a eu l'obligation vaccinale de 11 vaccins en France. Le 12e a été oublié, ce qui a été voilà, quelle vaccination HPV. On croisait les doigts pour qu'il soit dans le groupe, mais je pense que politiquement c'était trop risqué et c'est vraiment dommage. Alors, on espère, hein, puisqu'il y a eu une question, Imagine a porté une question au gouvernement en juillet 2021 et le ministre Olivier Véran était intervenu à l'Assemblée justement sur la vaccination en disant qu'ils étaient en faveur, c'était en 2020, juillet 2020, en faveur du remboursement de la vaccination des garçons et dans la même phrase, il avait évoqué l'obligation vaccinale pour la vaccination HPV qui à l'époque avait été applaudi par l'hémicycle. Donc imagine à espérer et continue d'espérer que les choses bougent et que cette vaccination, si elle rentre dans le calendrier des rappels des vaccins, comme on l'a évoqué de nombreuses fois depuis une heure, puisse être le 12e vaccin obligatoire. Encore une fois, c'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des vies. D'abord, des qualités de vie, comme l'a dit Gwenaël et l'a rappelé Pierre. C'est des maladies invalidantes, on le voit chez Imagine. Avec des jeunes femmes, des femmes moins jeunes, mais qui sont atteintes dans leur féminité, dans leur vie quotidienne, puisque, comme l'a dit Gwenaël, vous imaginez bien que quand vous avez plus de rectum ou de vessie, la vie est compliquée. Et c'est pour éviter tout ça, c'est pour éviter ces souffrances que nous côtoyons au quotidien dans Imagine Écoute, dans les cafés Imagine que nous organisons, que nous croyons vraiment à cette vaccination, que nous portons ce message, que nous portons le message que maintenant un grand nombre de professionnels de santé peuvent vacciner pour éviter ces souffrances, pour éviter ces vies très
très dégradé. Donc, c'est pas obligé pour obliger, c'est obligé pour vivre mieux, pour vivre plus longtemps et pour sauver 3000 vies par an. Alors, les 2 dernières questions. Qu'envisagent les officines pour se former au vaccin HPV, aux arguments porteurs pour inviter et inciter les patients à vacciner leurs enfants? Alors, pour ce qui est de la vaccination, les officines se sont déjà formées à l'acte de vaccination au moment de la vaccination grippe. L'acte de vaccination, on l'a vu, est franchement peu différent, que ce soit la vaccination grippe, la vaccination Covid ou la vaccination HPV. C'est le même acte. Et encore, on est passé par la vaccination Covid où il a fallu injecter des vaccins dans un flacon qui était des multidoses. Donc, il a fallu, c'était un peu plus complexe, je ne veux pas dire difficile parce que c'est pas le terme, mais un peu plus complexe d'aller rechercher, de préparer une seringue. Donc les pharmaciens déjà formés contre la grippe qui ont injecté pendant la Covid, près de 19 000 pharmacies quand même, 17 000 pharmacies quand même, pardon. Bon, effectivement, donc les quelques-uns qui restent devront se former, évidemment, parce qu'il n'est pas question de ne pas se former. Une partie des pharmaciens qui ne peuvent pas injecter, c'est parce qu'ils n'ont pas les locaux adaptés. Et je pense en particulier dans les grandes villes où les pharmacies sont petites, on a besoin d'un local, qui est un local, et c'est complètement normal, un local de confidentialité, où on va pouvoir discuter avec le patient, le faire se déshabiller le bras pour qu'on puisse injecter. Et ça peut être un frein par rapport aux officines de petite taille qui n'ont pas la possibilité de le faire. Quoique, j'en discutais avec des pharmaciens récemment, ils me disaient, nous, ce que l'on fait pour pouvoir vacciner, c'est qu'on va décaler nos heures d'ouverture et dire, par exemple, de 13h à 15h, c'est de la vaccination. La pharmacie est fermée pour les médicaments et ce n'est que la vaccination. Donc, vous voyez, il y a des façons de s'adapter aussi. Ça, c'est pour ce qui est du côté technique. Après, la formation, une fois qu'elle est faite, elle est faite. On ne va pas se former chaque fois qu'on doit changer de vaccin, ça va être compliqué. Et pour ce qui est de la communication, je pense que cette communication doit être une communication positive. Voilà ce que vous pouvez éviter si vous vous faites vacciner. Voilà ce que vous pouvez ne pas avoir si vous vous faites vacciner. Et que ça ne doit pas être une communication qui n'est que faites-vous vacciner. Parce que ça, effectivement, le côté français et rebelle va faire qu'on va prendre le contre-pied. Par contre, je pense que les Français, même s'ils sont rebelles, ils ne sont pas stupides. Et que si on leur montre, alors je ne vais pas dire des photos, je ne sais pas, mais si on leur montre le risque qu'il y a à avoir un cancer du col, de la vulve, du palais, qui est quand même quelque chose que l'on voit, quelque chose qui est visible sauf quand on a un masque, bien évidemment, mais vous avez vu, le 14 mars, on n'aura plus de masque, donc on va pouvoir se voir à nouveau. Je pense que si on montre ça aux Français, ils sont capables de comprendre, et si on leur dit, vous avez un vaccin qui est l'élément important qui va faire que vous n'aurez pas cette maladie, que vous ne serez pas porteur et que vous ne transmettrez pas cette maladie, eh bien, je pense qu'ils sont capables de comprendre. Alors, la dernière question. Coralie, vous vouliez intervenir? Non, Non, allez-y. D'accord. Donc, la mise à disposition d'un kit alors, c'est une question un peu qui gratte. La mise à disposition d'un kit de dépistage en pharmacie n'est pour le moment qu'un vœu pieux, ou avez-vous déjà des éléments concrets qui permettraient de penser que ce serait possible et dans quel délai? Alors, c'est un vœu pieux pour l'instant, puisque on vient de le découvrir, on vient d'en parler là et on le met sur la table. Dans quel délai? Alors Pierre, juste, c'est pas complètement un vœu pieux, puisqu'on a déjà porté la demande auprès du ministère, que Imagine en parle maintenant depuis dès le début d'ailleurs de la demande parce que le dépistage organisé est passé du frottis au test HPV, et dès que, à chaque dialogue qu'on a pu avoir avec les institutions, on portait la demande du test HPV dans le dépistage organisé, et que ce test HPV puisse être fait aussi par le kit. Donc, c'est un vœu pieux pas réalisé, mais qui est répété depuis 2 ans régulièrement. Mais quand je parle de vœu pieux, c'est par rapport à l'assurance maladie, où on n'a jamais nous porté ça devant l'assurance maladie, dans le cadre de la convention. Alors la convention, elle va être signée dans les jours qui viennent et nous engager pour 5 ans. Par contre, on a un point allez, on va dire 18 mois, de 2023, mais on ne sait pas si c'est plutôt fin 2023, on va faire un gros point sur la convention et voir comment on réoriente le métier. Et je pense que c'est là qu'il faut en profiter. Donc on a cette fenêtre de tir qui se ferme aujourd'hui, puisque la convention est terminée, on ne peut plus rien rajouter dedans pour aujourd'hui. Par contre, 2023, c'est demain, et il faut qu'on en parle dès maintenant. Donc, vous l'avez porté devant le ministère, maintenant c'est à moi d'aller le porter devant l'assurance maladie. C'est pour ça que c'est un peu plus pour l'instant.
Voilà, et c'est encore une fois ensemble qu'on réussira à faire bouger les lignes. Et puis en plus, vous pourrez vous appuyer sur votre expérience du kit contre le cancer, enfin de dépistage du cancer colorectal, pour montrer que ça marche, qu'on peut y arriver. Et puis nous continuerons à porter le message que ça fonctionne dans les autres pays européens, que, comme l'a dit Gwenaëlle, c'est un moyen d'augmenter le pourcentage de femmes suivies régulièrement, que ça peut sauver des milliers, voire dans certains pays des millions de vies. Donc c'est essentiel de pouvoir combiner la prévention primaire qui est la vaccination et la prévention secondaire qui est le dépistage, pour que l'ensemble des femmes en France puissent éviter ces cancers. Là, il s'agit du col, puisque le dépistage, c'est le cancer du col, et on espère qu'il y aura d'autres modes de dépistage pour les autres cancers qui arrivent dans les années à venir, pour tous ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir être vaccinés. Juste une petite note technique. Qu'est-ce que c'est qu'un kit de dépistage? C'est un coton-tige qu'on insère dans le vagin et qu'on met dans un tube. D'accord? Ça prend 4 secondes. Pas plus compliqué que ça. D'accord? Et c'est faisable par n'importe quelle patiente, à n'importe quel âge, vierge, pas vierge. Voilà, c'est un coton-tige qu'on glisse dans le vagin. C'est tout. Il n'y a rien de plus simple, et c'est beaucoup plus simple que le test pour le cancer colorectal, puisque là, il faut prendre des matières fécales et les mettre dans le dispositif. Vraiment, le kit de dépistage HPV est d'une simplicité quasiment ludique. Merci de cette précision, Gwenaëlle. Ben voilà, on arrive au bout des questions. Peut-être une conclusion pour finir cette conférence de presse. D'abord, merci à Pierre et Gwenaëlle de s'être rendus disponibles, et Bénédicte d'avoir permis que tout ça se fasse. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment un message que porte Imagine, c'est tous ensemble contre la maladie. Les médecins, les professionnels de santé, donc les pharmaciens représentés par Pierre, mais on rappelle encore que les infirmiers et les sages-femmes peuvent aussi vacciner contre les virus HPV. En tant qu'asso patiente, et je sais que l'association Corasso, qui s'occupe des cancers rares de la tête et du cou, soutient aussi cette démarche. On est tous ensemble pour essayer d'informer le plus grand nombre, pour les informer, les rassurer, qu'ils sachent qu'il y a un moyen d'éviter ces maladies invalidantes et terribles, et on est à leur disposition, tous, professionnels de santé, médecins, associations de patients, pour les accompagner, pour leur donner toutes les informations qu'ils souhaitent, pour que, comme l'a dit Gwenaëlle, dans quelques années, quand toutes les tranches d'âge seront vaccinées, ce ne soit plus un sujet. Et ça, ce serait notre plus grande victoire. Voilà, donc Gwenaëlle, Pierre, si… Je pense que l'avenir est devant et il faut qu'on le pousse tous ensemble pour y arriver. Je suis désolé, j'ai énormément de bruit à l'officine, donc je vais couper mon micro parce que vous n'allez plus rien entendre. Oui. Oui, je pense qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut changer le paradigme en France sur la vision qu'on a de la vaccination. La vaccination sauve des vies, et sauver des patients et des patientes de cancer dont je rappelle que les traitements sont extrêmement mutilants, et avec 3000 décès par an en France que l'on pourrait éviter. J'aime bien la comparaison de Coralie, c'est plus que les accidents de voiture en France. Je pense que c'est un gros travail qu'on a à faire dans les années qui viennent. Voilà, merci Bénédicte. Merci à tous de nous avoir suivis de l'autre côté de l'écran. J'espère que bientôt on pourra faire tout ça en vrai, comme disent les enfants, et sans masque, comme l'a rappelé Pierre. Merci, n'hésitez pas à revenir vers nous, allez sur le site www.imagine.org pour avoir des informations ou poser des questions, et on est à votre disposition pour relayer l'information au plus grand nombre. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.